Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Allez, il est 11h04, 11h04, vous l'avez compris, la journée est importante, journée décisive à propos de la réforme des retraites, évidemment. Nous allons revenir sur le texte, parce que bon, très bien, il y a beaucoup de commentaires depuis hier, mais enfin, peu finalement se sont attardés sur le texte qui s'est dégagé de la commission mixte paritaire, parce que c'est ça, hein, les sénateurs et les députés se prononcent sur ce texte, évidemment. Donc nous allons regarder le texte en détail avec nos invités. Nous sommes jeudi politique, 3 députés avec nous. L'Assemblée nationale cet après-midi réunie à partir de 15h. Le Sénat, eh bien c'est terminé. Le Sénat a voté la réforme des retraites, 193 voix pour. Réforme des retraites, jour décisif. Pour en parler ce matin ici, par ordre alphabétique, Yann Boucard, qui est député LR, territoire de Belfort, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous avons Julien Audoul, qui est député Rassemblement National de Lyon, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et François Piquemal, qui est député La France Insoumise de Haute-Garonne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les 3. Première information, c'est l'actualité. Le Sénat a voté pour, ça ne vous surprendra pas, hein? Qui veut commencer, non? Le Sénat a voté pour cette réforme. Il n'y a pas de surprise. Pas de surprise, en fait. Très majoritairement. Bon, d'accord. Première Surprise. lecture, pas de surprise. Bon, nous allons passer à l'Assemblée nationale. Donc après le Sénat, l'Assemblée nationale. Nous allons entrer dans le texte après, hein, le texte qui s'est dégagé hier de cette réunion commission mixte paritaire. Mais 49-3 ou pas 49-3? Qu'en pensez-vous? Tout à l'heure, j'étais avec Patrick Vignal, qui est député Renaissance, qui nous disait qu'il ne voulait pas de 49-3, qu'il souhaitait un vote pour, un vote contre, mais qu'il souhaitait un vote. Selon vous, il y aura 49-3 ou pas? Je ne veux pas faire de prévision, mais... 49-3 ou pas, ce gouvernement... Julien Audoul. Ce gouvernement gouverne contre le peuple. Alors effectivement, vu le passif avec la succession de 49-3, qui est tout à fait constitutionnel, on est tous d'accord, mais qui est, j'allais dire, à la fois une marque de faiblesse et à la fois un bras de fer du gouvernement qu'il impose aux parlementaires, je pense que Emmanuel Macron serait plus tenté par le vote. Après, le vote, il y a une incertitude et je pense qu'il y a une majorité de rejet. C'est l'incertitude du vote. C'est l'incertitude du vote et je pense qu'aujourd'hui, il y a la capacité pour tous les parlementaires qui ont à cœur de défendre l'intérêt des Français. Parce que au-delà des tambouilles politiciennes, au-delà des pressions des uns, au-delà des majorités des autres, il y a l'intérêt des Français. L'intérêt social des Français, de Français qui ne pourront pas et qui ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Mais Julien Audoul, vous parlez de tambouilles politiciennes. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des députés de toute tendance qui vont se prononcer pour, contre ou s'abstenir. Ils ont le droit. Et ensuite, il y aura une tendance qui se dégagera pour ou contre ce texte. Quand je parle de ça me paraît démocratique. Jean-Jacques Bourdin. Non, mais Jean-Jacques Bourdin. Quand je parle de tambouille politicienne, on le sait, ça a été prouvé, ça a été relayé d'ailleurs par un député LR. Il y a des pressions sur des députés LR pour les enjoindre à voter ce texte. Des pressions à la fois des menaces et en même temps aussi de la séduction. De la séduction. Oui, il y a la menace de la dissolution. Emmanuel Macron a agité la menace de la dissolution. Qui dit qu'Emmanuel Macron a agité la menace de la dissolution? Il l'a annoncé hier pour que les députés LR... Il l'a annoncé où? Quelques médias ont dit il a annoncé la menace. Il l'a annoncé pour que les députés LR rentrent tranquillement au bercail. C'est surtout à sa majorité quand il dit ça. Non, mais à sa majorité aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des pressions et on voit bien pourquoi je parle de tambouille politicienne. Parce que vous avez un grand nombre de députés qui ont été élus comme des députés d'opposition. Yann Boucard ne fait pas partie de cela puisqu'il a un positionnement clair. Des députés d'opposition qui ont fait campagne contre Macron au moment des législatives. Je parle des députés LR qui ont fait campagne donc contre le seul projet de ce gouvernement et de ce président de la République et aujourd'hui qui vont voter pour. Donc il y a une escroquerie politique, c'est pour ça que je parle de tambouille politicienne. Mais aujourd'hui, députés qui ont toujours défendu la retraite à 65 ans. Peu importe, mais ils ont été élus, leurs électeurs les ont envoyés à l'Assemblée nationale pour s'opposer à ce gouvernement, pas pour se soumettre à ce projet de réforme. Yann Boucard, vous êtes député LR du territoire de Belfort, vous voterez contre cette réforme des retraites. Oui, je voterai contre cette réforme, mais je voudrais réagir à ce que vient de dire Julien Audoul. Oui. Je crois que le Rassemblement national et la majorité se trompent quand ils pensent pouvoir convaincre de cette manière-là les députés républicains
Républicains dans mon groupe, chacun votera en son âme et conscience. Pour, contre ou abstention, chacun votera en son âme et conscience. Pas pour glaner 10 000 euros pour une médiathèque, comme j'ai pu l'entendre. Est-ce qu'on est obligé tout le monde voter contre, tout le monde voter pour? Est-ce qu'il n'y a pas la liberté de vote, ça doit exister partout, non? Bien sûr. C'est même la règle chez nous, c'est inscrit dans notre règlement intérieur depuis le général de Gaulle. Donc c'est même la règle. À droite, ça semble surprendre tout le monde. C'est démocratique. Chacun dans notre groupe votera en son âme et conscience. Et mes collègues qui voteront pour... Quand Éric Ciotti menace d'exclusion ceux qui voteront contre, ou ceux qui continueraient une motion de censure... Bon, on sent que chacun n'est pas libre. Depuis le mois de janvier, j'ai annoncé que j'étais contre cette réforme des retraites. Éric Ciotti, qui est un ami, ne m'a jamais menacé d'exclusion. Il n'y a aucun sujet. On a eu une réunion de groupe hier qui était très sereine. On a acté qu'on avait un certain désaccord sur ce texte-là. Mais il n'y a pas de sujet d'exclusion, il n'y a pas de menace, comme je pourrais l'entendre ça et là. Donc, le vote, vous aussi, vous êtes favorable à un vote plutôt que le 49.3. Mais il est nécessaire. Les Français croient de moins en moins dans nos institutions et quelque part, c'est dramatique dans la démocratie. Faire passer ce texte-là par 49.3, c'est inacceptable. Un vote, si le vote est favorable à la réforme, vous l'acceptez? Moi, je suis un démocrate. Si aujourd'hui l'Assemblée nationale se prononce pour la réforme, je le regretterai parce que je suis contre. Mais c'est le principe de la démocratie. Je me tourne vers la France Insoumise, François Piquemal. Donc, un vote, vous souhaitez un vote, vous aussi? Oui, évidemment. Pas de 49.3. Si on peut éviter un énième 49.3, je ne sais plus à combien on en est, donc un vote. Je vais faire peut-être une collection à la fin de 49.3, mais un vote, ce serait mieux, et de voir ce qui se dégage. Il faudra et si l'Assemblée nationale vote la réforme? Il faudra en prendre acte, mais tout ne se joue pas à l'Assemblée nationale, loin de là dans le pays. Cette réforme va abîmer les âmes et les corps de millions de travailleuses et travailleurs qui aujourd'hui sont en mobilisation, ou qui en tout cas, quand ils ne le peuvent pas, parce qu'une journée de grève, ça coûte sur le salaire, soutiennent fortement, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, cette mobilisation. Donc le mouvement ne s'arrêtera pas au vote de ce soir à l'Assemblée nationale, même si bien sûr il aura une importance symbolique que l'on ne nie pas. C'est symbolique un vote de l'Assemblée nationale, ou ça s'impose, la loi s'impose? Dans un contexte, c'est l'Assemblée nationale qui fait la loi? Monsieur Bourdin, dans un contexte où vous avez 4 actifs sur 5, 2 Français sur 3 qui sont opposés à cette réforme des retraites, et où monsieur Macron bloque, s'entête, s'obstine dans une réforme dont personne ne veut, si ce n'est sa très relative majorité présidentielle qui, on le voit, est aujourd'hui plus que jamais fragile. Eh bien oui, on peut dire que le mouvement sur la mobilisation des retraites n'est pas fini et que l'étape parlementaire est importante, mais pas déterminante. Donc le vote de la loi ne s'impose pas à la rue? Souvenez-vous du CPE, qui avait été retiré après qu'il ait été voté à l'Assemblée nationale. Et il y a d'autres mouvements sociaux comme celui-ci qui ont réussi. Vous appelez, si le vote est favorable à la loi, vous appelez à la poursuite des manifestations, des blocages et des grèves? Évidemment. Évidemment qu'on appelle à poursuivre la mobilisation sous toutes ses formes pacifistes et républicaines. Pour l'instant, les leaders syndicaux ne se sont pas prononcés, on va attendre. On verra ce qu'ils disent, mais je pense que de toute façon, on peut appeler à ce qu'on veut, mais les Françaises et les Français sont déterminés à faire reculer ce gouvernement sur cette réforme. Et sinon, ce qui va se passer, c'est un ressentiment profond vis-à-vis du président qui existe déjà et qui va persévérer. Donc, pas de 49.3, vous êtes unanimes tous les trois. Selon vous, elle peut passer selon vos pronostics, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va se jouer à quelques voix près. Hein, je pense que ça va être très serré, mais très serré. Hein, pour aller plus loin, effectivement, la loi, elle s'impose à tous. Oui. Mais c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen a dit que... Mais ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Est-ce que la démocratie a voté? La démocratie peut voter autre chose. Et nous donnons rendez-vous. Si par malheur ce projet est voté ce soir, nous donnons rendez-vous en 2027 et Marine Le Pen reviendra sur cette fâcheuse et funeste retraite à 64 ans. C'est effectivement notre combat. Elle l'a porté lors de la campagne présidentielle. À regret, et nous le regrettons, il y avait plusieurs moyens de s'opposer, et notamment la gauche qui a fait voter pour Emmanuel Macron, qui aurait pu s'opposer à cette réforme des retraites. Ils ne l'ont pas fait, les syndicats aussi. On peut le déplorer, parce qu'aujourd'hui, on a, je dirais, la course à l'échalote de tous les oppositions à coups de slogans, de manifestations, de mobilisation. Ils ont tous appelé pour Emmanuel Macron. Ils ont tous voté pour le candidat de la retraite à 64 ans. C'est une mobilisation. Il y a un peu une hypocrisie, il faut bien dire. Il y a un peu une hypocrisie, mais ce que je veux dire, c'est que
il y a la possibilité ce soir de contrer ce funeste projet qui est antisocial et qui va avoir effectivement des répercussions sur ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Ça ne manque quand même pas de sel de vous entendre dire qu'on va devoir reporter une éventuelle mobilisation à 2027, alors que cette réforme des retraites va concerner directement plusieurs millions de personnes d'ici là. Alors, par ailleurs, Monsieur Bourdin, si l'on doit attendre que Marine Le Pen réussisse un second tour pour avoir une retraite correcte, et d'ailleurs vous êtes pour la retraite à 67 ans, non à 60 ans. Ah, si elle l'a dit, Marine Le Pen récemment sur France Info. Non. Je peux vous la citer. Fake elle l'a news, dit. Non, Marine Le Pen dit 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt. Je vous cite le message de Marine Le Pen. Il faut relire le programme. De Marine Le Pen qui nous dit donc qu'elle est le 1er février 2023. La retraite à 67 ans, c'est déjà mieux que ce qui existe actuellement. France Info, Marine Le Pen. Vous irez vérifier vos sources. C'est n'importe quoi. Vous êtes pour la retraite à 67 ans. Et d'ailleurs, ça a été reproché à 60 ans. Ça a été reproché par nos adversaires politiques et médiatiques. Non, mais vous dites une contre-vérité. Le respect, c'est de dire la vérité, Monsieur Piquemal. Écoutez, vous racontez n'importe quoi. C'est une phrase dite par Marine Le Pen. Vous vérifierez le 1er février 2023. Le projet de Marine Le Pen, il est très clair. Vous avez commencé à travailler tôt. Vous partez à 60 ans, 40 annuités de travailler. Et au-delà de 20 ans, c'est 62 ans, 42 annuités. Nous, c'est pour 60 ans. Les choses sont claires. N'importe quoi, vous ne faites pas de Il y a besoin d'un arbitre, Jean-Jacques Bourdin. Il y a besoin d'un arbitre. Oui, il y a et besoin carton rouge. Mais vous savez, l'arbitre, il est déjà 11h15, donc voilà. C'est l'heure de la pub. Déjà, c'est une première pause. Et ensuite, je voudrais qu'on entre quand même sur le texte qui s'est dégagé hier de la commission mixte paritaire, parce que je suis assez halluciné quand j'écoute. On est déjà dans le commentaire, mais ça, c'est le problème actuel de l'information, me semble-t-il, c'est qu'on est déjà dans le commentaire avant même de regarder le texte qui est soumis au vote. Or, ce qui importe, c'est le texte qui est soumis au vote. Ben oui, qui est soumis à votre vote. Bien évidemment qu'on va en parler tous les trois. Très bien. Évidemment. Bien, allez, à tout de suite. Il est quelle heure? 11h15. Jean-Jacques Bourdin. Bien, regardons précisément avec vous, tous les trois, et nos auditrices et nos auditeurs sont attentifs, regardons le texte qui est soumis au vote, parce que c'est ce qui importe, le texte définitif de cette réforme des retraites. L'âge légal, donc, relevé progressivement de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par an, à partir du 1er septembre 2023 jusqu'en 2030. Les travailleurs handicapés pourront partir en retraite à partir de 55 ans et ceux en invalidité à 60 ans. On est d'accord? C'est cela, c'est l'article principal. Oui, c'est l'article principal de cette réforme des retraites. Oui, ça vous convient pas, évidemment, puisqu'on passe à... Évidemment que non, puisque l'essentiel de la réforme est conservé. Un tiers des carrières longues devront faire plus de 43 annuités. Non, je ne parle pas des carrières longues, je parle de l'âge légal. Uniquement l'âge légal. Nous, on est pour 60 ans, donc certainement pas pour 64. Donc ça ne vous va pas. Donc, vous voyez bien que là, il y a une difficulté. Ça ne vous va pas l'âge légal? Mais non, parce que déjà, si on prend juste la situation actuelle, aujourd'hui, à 62 ans, vous avez 50% des Français qui pourraient partir à la retraite qui sont au chômage. Voilà. Donc c'est-à-dire que retarder de 2 années supplémentaires, vous allez faire plus de chômeurs. Et il y a aussi une donnée qui est totalement balayée par le gouvernement, qui nous parle toujours, d'allongement de l'espérance de vie. Oui, peut-être. En revanche, l'espérance de vie en bonne santé, elle a stagné et elle régresse pour les catégories populaires et pour les métiers difficiles. Donc ce qui va se passer, ce que vous voulez économiser dans les caisses de l'État avec 2 années de plus, vous allez le perdre. Et d'ailleurs, c'est l'exemple et l'enseignement de la dernière réforme des retraites, celle de Woerth en 2010, vous le perdez en assurance maladie. Parce que vous avez beaucoup plus d'accidents du travail. Et vous le perdez, comme je l'ai dit, aussi en assurance chômage, parce que vous avez beaucoup plus de chômeurs. Donc c'est un non-sens à la fois social, mais aussi économique. C'est ce que vous contestez avant tout, cet âge légal qui passe de 62 à 64 ans? Totalement, parce qu'une nouvelle fois, c'est une réforme qui fait porter tout le poids des efforts sur celles et ceux qui travaillent. Bon. On a aujourd'hui une vraie définition à réavoir sur le travail, comment on le rémunère, comment on le met en valeur. Parce que moi, je reçois de plus en plus de personnes, et ça marque dans ma permanence, des gens qui travaillent dur, un homme, une femme, et qui malheureusement ne s'en sortent plus. Et on a d'abord ce sujet-là sociétal à voir, pour faire en sorte que ceux qui bossent vivent mieux que ceux qui ne bossent pas, avant de traiter la question des retraites. Alors, la durée de cotisation,
Que dit le texte? Pour obtenir une pension à taux plein, sans décote, à taux plein, pension pleine, la durée de cotisation requise passera de 42 ans, actuellement à 43 ans, de 168 trimestres à 172 trimestres d'ici 2027. Donc au rythme d'un trimestre par an. C'est progressif, hein, on est bien d'accord. C'était prévu par la réforme Touraine, d'ailleurs, hein, qui avait été votée précédemment, en 2014. Le calendrier sera moins resserré par la réforme Touraine. Là, le calendrier est resserré. L'annulation de la décote restera maintenue à 67 ans pour ceux qui n'auront pas tous les trimestres requis. Ça ne change pas beaucoup, la durée de cotisation. Hein. On va un tout petit peu plus vite, mais c'est tout. Hein. Là, rien à dire. Bon, l'accélération. Les régimes spéciaux. La plupart des régimes spéciaux existants, la RATP, les industries électriques et gazières, la Banque de France seront soumis à extinction, donc terminés. Comme à la SNCF, selon la clause du grand-père. Ça veut dire que la mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés. On est bien d'accord. Vous étiez sur quelle position à propos des régimes spéciaux, Julien Odoul? C'est un faux débat, les régimes spéciaux. Ah bon? Le gouvernement qui n'a de cesse de diviser les Français, de prendre des catégories en disant « regardez les odieux privilégiés, ce sont eux qui sont responsables de la situation actuelle », finalement ne s'attaque pas au véritable problème. Le véritable problème pour pérenniser notre système de retraite, c'est la productivité. Et là, je pense qu'on est tous d'accord que ce gouvernement, comme les précédents, a totalement échoué, notamment en matière d'industrialisation. On a perdu en productivité et aussi la natalité. Faire en sorte qu'il y ait demain de plus en plus je suis sur les régimes spéciaux, Julien Odoul. Non, mais vous êtes favorable ou pas à la fin des régimes spéciaux? Je ne sais pas ce que c'est exactement un régime spécial. Vous savez, les militaires ont un régime spécial, les marins-pêcheurs ont un régime spécial. Oui, non, mais très bien, monsieur. Si on regarde catégorie par catégorie, métier par métier, on peut trouver les députés ont aussi, enfin les sénateurs sont toujours a priori privilégiés, malheureusement, puisqu'ils n'ont pas voulu toucher droit à leur départ anticipé conservé pour les policiers, pompiers et aides-soignantes. Et aides-soignants. Hein, les droits à un départ anticipé sont conservés. Régimes spéciaux, vous êtes favorable? Je suis totalement favorable à leur suppression, excepté sur des métiers, parce qu'on comprend bien qu'un militaire, il faut qu'il y ait un régime particulier. Moi, je suis favorable à cette suppression, c'est une mesure de justice et d'équité. Par contre, cette réforme, elle est à nouveau injuste sur une chose, la clause du grand-père. Pour la dame aller plus loin. Pour la dame qui est caissière, la réforme des retraites, elle s'applique en septembre 2023. Pour celui qui bénéficie d'un régime spécial, elle ne s'appliquera pas. On aura les premières économies de cette suppression dans 43 ans. Ça ne s'appliquera que pour le nouvel embauché. Bah oui, mais ceux qui sont au travail actuellement, les Français, je prenais l'exemple de la caissière, ça s'applique demain, la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un employé d'EDF qui a un régime spécial, il faut lui supprimer. Bah oui, bien sûr. Il faut lui supprimer. Oui. Vous êtes d'accord, Julien Odoul? Faut lui supprimer. Encore une fois, c'est un faux débat. Non, mais vous ne répondez pas. Vous dites c'est un faux débat, vous êtes extraordinaire. Non, mais bien sûr, parce que parfois vous ne me répondez pas. Vous êtes pour ou contre la fin de ces régimes spéciaux? Je dis que vous avez des régimes spéciaux, d'ailleurs j'aime pas le terme, parce que ça induit qu'il y a un privilège, qui sont tout à fait légitimes. Mais non, mais effectivement, en fonction... Non, mais la RATP, quelle est la différence entre conduire un bus à Paris, conduire un bus chez vous à Auxerre ou chez moi à Belfort? C'est le même bus. Non, mais, ok, très bien. C'est donc un régime spécial très bien. qui donne un privilège, évidemment. Oui, mais est-ce que c'est le cœur du problème? Non. J'ai pas dit que c'était le cœur du problème, mais c'est quand même un problème. C'est l'un des articles de la réforme. Mais je veux dire que c'est infime au regard aujourd'hui du... C'est peut-être infime, mais je vous demande une position. C'est pas clair. Hein. Mais c'est très clair. Je vous demande une position, Julien Odoul. Vous êtes pour ou contre? C'est très clair. Je veux dire qu'il y a des régimes spéciaux aujourd'hui qui ne se justifient plus au regard de l'évolution. Peut-être celui de la SNCF, effectivement, celui de la RATP, on en a parlé. Alors d'accord. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est le débat principal qui doit... Non, c'est l'un des articles de la loi. Bien évidemment non. C'est l'un des articles de la loi, mais je vois que vous commencez à avancer vers une réponse. Comme avec le RN, c'est souvent flou. Si on prend le cas des éboueurs, on dira, et j'ai entendu d'ailleurs des déclarations assez scandaleuses de dire que les éboueurs sont déjà privilégiés parce qu'ils partent plus tôt. Mais au regard du travail qu'ils font, au regard de la difficulté, au regard des horaires qu'ils font, ben oui, c'est normal qu'ils partent plus tôt. Nous y reviendrons. Ça on reviendra sur les éboueurs c'est la question de la pénibilité. Avec la réquisition. Peut-être sur les régimes spéciaux. Sur les régimes spéciaux. Nous, au moins, c'est clair. On appelle ça des régimes pionniers parce qu'on n'est pas pour le moins 10 ans comme vous, on est pour le mieux 10 ans. Et vous interrogiez tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Vous disiez la question du sens du travail. Et c'est vrai qu'on est passé complètement à côté de ça. Nous, la question du sens du travail, on la met dans un grand projet de société, un horizon qui s'appelle la planification écologique. Et vouloir mettre tout le monde sur le marché de l'emploi, on le sait, pour faire une pression à la baisse sur les salaires, sans interroger le sens de ce qu'on va produire, si ce n'est produire toujours plus, sans qu'on sache très bien pourquoi,
mais dans un monde qui a des ressources finies, eh bien c'est aussi une réforme, il faut le dire, qui est anti-écologique. Non seulement elle est sexiste, on le sait par rapport aux carrières hachées des femmes, mais elle est aussi anti-écologique. Et pour toutes ces raisons, effectivement, il faut revaloriser le travail. C'est pour ça qu'on a proposé d'indexer les salaires sur l'inflation, qu'on a proposé d'augmenter le SMIC. Et à chaque fois, moi, je regrette que vous ayez voté contre, que ce soit le RN ou LR. Les régimes spéciaux, vous, on n'y touche pas. C'est des régimes pionniers, donc il faut faire avancer tout le monde vers le meilleur. Bon, d'accord. Qui paye du coup je peux vous donner des recettes. Je reprends l'exemple de mes travailleurs tout à l'heure qui s'en sortent pas. Je vais vous donner, sur les caisses de retraite, je vais vous donner 3 exemples, si vous voulez bien. Égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est 8 milliards d'euros qui rentrent. Augmentation des salaires de 4%, c'est 12 milliards qui rentrent. Si vous mettez, si vous créez la planification écologique, écoutez, on peut le décréter après tout à l'Assemblée nationale. Nous, on a proposé d'augmenter le SMIC. Ça a été voté contre par le RN, par les Républicains et par les macronistes. La contrepartie de quoi ? Pour les entreprises ? La contrepartie, c'est qu'il y a des négociations par branche qui se font et il y a l'augmentation du SMIC. Comment elles font les entreprises ? Comment font les petites entreprises C'est très intéressant parce que sur les PME, on a proposé notamment, je vous donne la date exacte. On a proposé... Et c'est aussi bancal que la déclaration de Marine Le Pen. C'était factuel. Une réforme de l'impôt sur les sociétés qui favoriserait les PME. Vous avez voté contre avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. C'était le 5 octobre dernier. Donc, quand nous, on propose d'aider les PME, vous votez contre. Pas les PME, vous voulez les asphyxier quand on propose avec toujours plus d'impôts et de taxes. Je ne vous ai pas coupé, monsieur Odoul, quand vous parlez. On n'est pas un meeting de la France Insoumise. Quand on vous propose, et vous devriez venir, au moins votre position sur les retraites serait claire. Je serais agressé. Vous ne seriez pas pour 67 ans. Vu la violence de vos militants. Vous seriez pour 60 ans, éventuellement, comme nous. Maintenant, quand on vous a proposé de taxer les super profits, quand on vous a proposé de rétablir l'ISF, vous avez voté contre à chaque fois. Donc là-dessus, idéologiquement, vous partagez la même chose que les macronistes. C'est factuel, les gens peuvent aller voir vos votes. Attendez, sur les femmes, je voudrais préciser ce qui est prévu dans le texte. Une surcote de pension allant jusqu'à 5% sera accordée aux femmes qui, sous l'effet des trimestres validés au titre de la maternité et de l'éducation des enfants, dépasseront les 43 annuités requises pour une pension à taux plein, 1 an avant l'âge légal de départ. Oui, c'est un amendement de la NUPS. C'est la seule chose qu'on a réussi. C'est la seule chose qu'on a réussi à faire passer. C'est bien, vous êtes content. On est très loin du compte. Le nombre de trimestres, malheureusement. Écoutez bien, le nombre de trimestres pour éducation attribués à la mère dans le partage entre parents est augmenté. La majoration de pension pour enfants sera étendue aux professionnels libéraux et aux avocats. Les orphelins, ça c'est important, pourront bénéficier de la réversion de la pension de leurs parents. Oui, c'est toujours un amendement de la NUPS. Donc, vous êtes content des amendements de la NUPS qui sont adoptés dans la réforme. Mais c'est pas suffisant au regard de l'ensemble de la réforme. Ça vient du Sénat. Les orphelins, ça vient du Sénat. Mais sur le premier, sur l'éducation. La première sur l'éducation vient de la NUPS. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je vous dis ça. Vous voyez bien. C'est un peu la réforme de la NUPS, finalement. Monsieur Bourdin, c'est la réforme de la NUPS. N'essayez pas de sauver le radeau de la Méduse. Candidat de la NUPS. Le radeau de la Méduse qui est de Monsieur Macron. Que les choses soient bien claires, je ne sauve rien du tout et je n'ai pas du tout envie, en plus de sauver le radeau de la Méduse de Monsieur Macron, comme vous dites. Mission, simplement, moi, vous savez ce que je lis ? Je lis simplement le texte voté, mais voté démocratiquement, en commission mixte paritaire, par 10 voix pour et 4 contre. J'ai une question de curiosité, vous l'avez eu à quelle heure ? Lequel ? Le compte-rendu de la CMP. Ce compte-rendu de la CMP, je l'ai eu ce matin. Oui, parce que figurez-vous que moi je suis de la France qui se lève tôt, mais on se couche tard parfois à l'Assemblée. Oui. À 2h du matin, j'ai regardé pour avoir le compte-rendu, je ne l'avais toujours pas. Mais moi je l'ai eu ce matin. Donc ça vous donne aussi les conditions d'examen démocratiques de Mais moi ce texte. Je suis journaliste simple, même pas oui, moi je l'ai récupéré. Et moi je l'ai récupéré dans la matinée avant de venir vous voir. Eh bien, très bien. Donc, vous voyez, vous avez fait votre travail de parlementaire. On va commencer à débattre à 15h. Et ce que je veux dire, c'est que je vous lis le texte. Et pour l'instant, que je sache, de ce que je vous ai lu, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'erreur. On est bien d'accord, c'est bien le texte. Oui, et il est insuffisant. Bon, très bien. Il est 11h31. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien. Il est 11h34. Nous continuons l'examen de ce texte qui a été écrit hier par la commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs qui ont passé plusieurs heures à rédiger ce texte. Ils sont passés au vote, 10 voix pour, 4 voix contre. C'est ce texte qui est soumis aux sénateurs qui ont voté pour
ce matin, et ce texte sera soumis à partir de cet après-midi aux députés. Nous avons 3 députés avec nous, ici même, Yann Boucard, qui est député LR du territoire de Belfort, Julien Audoul, député RN de Lyon, et François Piquemal, député LFI de Haute-Garonne. Je passe donc, en lisant le texte, aux petites pensions. La fameuse pension à 1 200 €. Alors attention, c'est pas 1 200 €, de toute façon c'est 85% du SMIC. Donc net, ça ne fait pas 1 200 €. Les pensions des futurs retraités justifiant d'une carrière complète, ça veut dire 43 ans de cotisation, ne pourront pas être inférieures à 85% du SMIC, soit un peu moins de 1 200 € brut net par mois, au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. Bon, ça va toucher que très peu, on est bien d'accord tous les 3, ça va toucher que très peu de retraités. Hein. Oui, je crois qu'aujourd'hui tout le monde est au courant de cette arnaque. 12 000 par an. C'est 12 000, 13 000, on ne sait 13 000 par an. On ne sait même pas exactement. D'ailleurs, ça a été demandé à Monsieur Dussopt en hémicycle et il a été en incapacité de donner une réponse claire. Bon, l'emploi des seniors. On peut revenir sur ce point parce que ça me semble essentiel. Allez-y. Vous avez un projet de loi qui va impacter des millions de Français, qui est le cœur nucléaire de la pensée macroniste. Et vous avez une succession de mensonges qui ont été assénés par tous les ministres, de M. Riester à M. Véran, à M. Dussopt. Et après, on s'étonne, et le gouvernement s'étonne, que 90% des Français soient opposés à cette retraite à 64 ans. Je veux dire, il y a vraiment un problème démocratique, pour le coup. Ils n'ont pas dit la vérité aux Français. On peut avoir des mesures qui sont, encore une fois, difficiles. On peut proposer des choix compliqués qui peuvent être ressentis durement, mais au moins de dire la vérité aux Français. Je trouve ça insultant, d'une part pour la représentation nationale que nous sommes, qu'on n'ait pas pu avoir les informations nécessaires, que les ministres ne nous aient pas dit la vérité, qu'ils aient menti aux Français. Bien, l'index senior, emploi des seniors, parce que c'est aussi l'un des aspects dont on a beaucoup parlé pour cette réforme des retraites. Un index senior sera créé pour mieux connaître la place des salariés en fin de carrière dans les entreprises. Alors, obligatoire dès cette année pour les entreprises de plus de 1000 salariés, un seuil abaissé à 300 salariés en 2024. Si l'entreprise ne publie pas cet index senior, elle sera passible de sanctions. Et puis, un nouveau type de CDI sera créé à titre expérimental pour faciliter l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 60 ans. Et ce CDI sera exonéré de cotisations familiales. Vous étiez vous, le CDI senior, parce que l'index senior, franchement, ne sert à rien. C'est du déclaratif, il n'y a pas de moyen coercitif derrière. C'est pour se faire plaisir et dire qu'on a fait quelque chose, ça n'a aucun intérêt. Le CDI senior, je trouve que c'est une disposition introduite par le Sénat qui est intéressante. Parce qu'il y a 2 manières de voir les choses, soit la coercition, soit l'incitation. Nos collègues sénateurs ont choisi l'incitation. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas, il y a un vrai sujet, un vrai débat sur l'emploi des seniors. Le gouvernement n'avait rien prévu dans cette réforme et je suis content que les sénateurs aient prévu un CDI pour les plus de 60 ans, très bien, très bien, sauf qu'il est exonéré de cotisations familiale. Ça veut dire que c'est une nouvelle aide apportée aux entreprises. Oui, mais moi je le vois de l'autre côté, c'est aussi une nouvelle aide apportée à ceux qui, âgés de 60 ans, notamment dans des territoires comme les nôtres, où le chômage est plus important qu'à Paris, n'arrivent pas à trouver un emploi. François Piquemal. Nous, on a un CDI senior très simple, c'est la retraite à 60 ans. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'on fait, vous connaissez l'inspecteur Gadget, Monsieur Bourdin. Oui. Bon, bah là, on a l'impression d'être dans le magasin de l'inspecteur Gadget. Alors, un index senior par-ci, un CDI senior expérimental dont on ne sait pas très bien ce qu'il va donner, alors que l'on sait que beaucoup de gens, s'ils partent à 60 ans, c'est aussi parce qu'après, ils ont des problèmes de santé. Et il va y avoir 5 milliards d'euros estimés de dépenses sociales pour nos anciennes et nos anciens quand ils partiront à la retraite dans des problèmes de santé et dans des problèmes de chômage. Parce qu'on sait très bien, et on ne va pas se voiler la face, qu'un certain nombre d'employeurs n'ont pas intérêt à embaucher des seniors qui sont en mauvaise santé par rapport à des jeunes qui sont en meilleure santé. Tous les seniors ne sont pas en mauvaise santé dans le pays. Il y a plein de gens à 60 ans qui sont en pleine forme quand même. Et vous savez, moi j'ai une pensée particulière ce matin pour les éboueurs, notamment de la ville de Toulouse, parce qu'il y a un dépôt qui vient de se faire déloger par la police de manière violente, avec notre présidente qui était là-bas en soutien, Mathilde Panot, et qui voit leur nombre d'années pour partir à la retraite reculer conséquemment, et qui ont un métier très pénible comme d'autres et qui vont souffrir dans leur corps. Cette réforme va briser le corps des gens.
C'est ça aussi qu'il faut dire à un moment. C'est que cette histoire-là qui est en train de s'écrire politique va avoir des effets directs sur le corps et sur les relations intergénérationnelles des gens, parce que quand on part tôt et en bonne santé, on peut aussi profiter de ses petits-enfants, et c'est à double sens. Bon, l'employé senior, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, on passe aux carrières longues. Tout le monde a reconnu effectivement que l'index senior était un coup de communication qui aurait aussi autant d'effets qu'un numéro vert, il faut bien le dire. Et ensuite, sur le CDI... Il y a des numéros verts qui sont efficaces. Hein, oui, et puis il y a beaucoup de numéros, il y a beaucoup de numéros verts qui servent à rien et qui cherchent à masquer l'impuissance publique, il faut bien le dire. Mais très clairement, le CDI pour les seniors à partir de 60 ans, ça va aussi engendrer une difficulté. C'est-à-dire qu'entre 50 et 60 ans, on sait qu'on a un taux d'employabilité qui s'effondre. On sait que vous avez des travailleurs qui sont mis à la porte parce qu'ils soit ils coûtent trop cher, soit ils ne sont pas assez rentables. Donc dans toute cette période-là, voilà, vous avez un effet pervers qui vont attendre aussi 60 ans. Vous n'êtes pas d'accord avec ce CDI senior? Non, moi je considère que d'ailleurs, pour ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, il faut les libérer à 60 ans et qu'ils puissent profiter de leur vie en bonne santé, de leur famille, de leurs proches. Bien, les carrières longues, je termine avec les carrières longues, c'est le point le plus complexe, évidemment. Alors, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir 1 an plus tôt à 63 ans. Ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir 2 ans plus tôt, soit 62 ans. Ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront faire valoir leur droit à la retraite 4 ans plus tôt, soit 60 ans. Ceux qui ont démarré avant 16 ans pourront terminer leur carrière 6 ans plus tôt, soit 58 ans. La durée minimale de cotisation, une fois l'âge anticipé atteint, sera désormais fixée à 43 ans. Il y a des trous dans la raquette, vous l'avez compris. Hein, c'est en général 43 ans de cotisation, mais parfois 16 ans, par exemple, ça sera 44 ans de cotisation. Donc, bon, 43 ans, 44 ans de cotisation. Hein. Là, il y a quelques trous dans la raquette, on est bien d'accord. C'est un dispositif qui n'est pas totalement abouti. On n'est pas allé jusqu'au bout. C'est ce que demandait Aurélien Pradier. Mais heureusement qu'il a mis ce sujet au cœur du débat, parce que finalement c'est Aurélien qui a mis ce sujet au cœur du débat. Le groupe Les Républicains, avec Olivier Marleix, avec Éric Ciotti, on s'en est emparé, on a amélioré le projet de loi par rapport à ce qu'il était initialement sur la question des carrières. C'est mieux que ce qu'il y avait avant. Mais ça vous convient ou pas? C'est pas satisfaisant qu'il y ait encore des trous dans la raquette. Ça vous convient pas? Mais vous l'avez dit vous-même, Jean-Jacques Bourdin, il y a des trous dans la raquette. C'est pas satisfaisant qu'il y ait des Français, même si on nous dit que c'est qu'un tiers, c'est malheureux pour ces un tiers-là parce qu'ils n'ont pas commencé le bon jour. C'est l'une des raisons pour laquelle vous allez voter contre. Plutôt que de recommencer. C'est l'une des raisons pour laquelle vous allez voter contre. Sincèrement, c'est le recul de l'âge légal de départ. C'est le recul de l'âge légal pour vous. Bon, d'accord. Julien Audoul. C'est l'une des injustices majeures de ce projet. C'est-à-dire que si je prends mon cas personnel, j'ai commencé à avoir un emploi stable à 25 ans. Voilà. C'est-à-dire que je vais travailler moins longtemps, on va me demander moins de travail, moins d'années de cotisation que quelqu'un qui a commencé à travailler. Que quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans. Oui. Je veux dire, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème sur le fond. Voilà. Donc il y a une injustice. Mais quand on commence à 25 ans, c'est qu'on a fait des études avant. Oui, peut-être. Mais c'est pas du travail. C'est pas du travail manuel. On a quand même besoin de gens qui font des études dans le pays. Non, mais c'est pas la question. C'est un discours un peu populiste. Non, c'est pas populiste. On a besoin de médecins. C'est juste de l'espérance de vie. C'est juste de l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, je considère que beaucoup, et je pense que beaucoup de députés sont dans cette situation et d'autres. Aujourd'hui. Oui, mais je l'ai fait aussi. D'accord. La question, c'est de dire quelqu'un qui a commencé à travailler de manière stable, donc le plus tôt possible, il a forcément un métier physique, il a forcément un métier manuel, donc il doit partir le plus tôt. Si on lui impose des années de cotisation en plus, c'est des années de vie en bonne santé. François Piquemal, vous êtes évidemment contre ce système. Franchement, on est dans un système où on vous explique que si vous avez commencé à cotiser à 14, 16 ou 18 ans, en gros, si votre âge est pair au moment de la cotisation, vous allez cotiser davantage que si vous avez commencé à cotiser à 15, 17, 19 ans. Ça va s'arracher les cheveux. Et par ailleurs, 43 années de cotisation ou 44 années de cotisation. Qui aujourd'hui, Monsieur Bourdin, a une carrière continue de 43 années pleines comme ça, sans discontinuité. Moi, je connais très peu de gens à qui ça arrive, qui ont cette opportunité-là. Donc, on voit que ça va rallonger profondément l'âge de départ à la retraite. Et là-dessus, évidemment, on y est opposé. Donc, vous voulez aussi revenir sur la durée de cotisation, 43 ans. Bien sûr, nous, on est pour 40 ans de cotisation. Bien. Pour nous, au moins, avec nous, les choses sont claires. C'est pas on tortille un coup 67, nous avons compris votre position, les uns les autres, sur le texte. Avec nous. Nous avons fait le tour du texte. Je voudrais consacrer les dernières minutes
minutes. Aux éboueurs, pourquoi ? Parce que on en parle, il n'y a pas qu'à Paris, on parle beaucoup de Paris, mais il y a d'autres villes de province. Toulouse, notamment. À Toulouse, où il y a où les ordures ne sont pas ramassées, les ordures ménagères ne sont pas ramassées, les déchets, mais aussi au Havre, mais aussi à Saint-Brieuc, mais aussi dans d'autres villes de France. À Belfort, non, c'est ramassé. C'est ramassé à Belfort, bon d'accord. Et dans Lyon, c'est ramassé. C'est ramassé aussi. Bon, il est 11h44, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h48. Avant de passer aux éboueurs, dites-moi, si vous venez au pouvoir, vous changez le texte? Évidemment qu'on change le texte. À la France Insoumise. Évidemment, retraite à 60 ans. Vous changez le texte? Oui, Marine Le Pen l'a annoncé. Oui, évidemment qu'elle relèvera ce texte. Aussi, ce sera la retraite à 67 ans, avec d'ailleurs pendant toute la séquence. Votera toujours pour le candidat macroniste. Vous avez été une opposition. Monsieur Piquemal votera pour le candidat macroniste à chaque fois avec la France Insoumise. Vous n'étiez pas présent en commission. Dites-moi, vous changez le texte ou pas? Il y a peu de chances que je sois le candidat de ma famille politique aux prochaines présidentielles. Et comme je suis minoritaire sur cette question, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Oui, à LR, on ne changera pas le texte. Moi, je le changerai, mais je ne pense pas que le parti... d'accord. Bon, allez, passons 10e jour de grève des éboueurs à Paris, mais pas qu'à Paris, je le précise. À Paris, près de 8000 tonnes de déchets sur les trottoirs. Le préfet de police annonce des réquisitions d'éboueurs malgré le refus de la maire Anne Hidalgo, Félix Mathieu. Oui, un passage en force sans surprise du gouvernement sur ordre du ministre de l'Intérieur. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a informé hier soir Anne Hidalgo de cette décision. Réquisitionner les éboueurs au nom de la salubrité publique. La maire de Paris n'avait pas donné suite aux demandes de l'État de le faire elle-même. Elle refusait, selon son premier adjoint, de briser un mouvement de grève. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait accusé Anne Hidalgo d'imposer aux Parisiens les conséquences de son soutien au mouvement contre la réforme des retraites. Réplique immédiate de la mairie: il est paradoxal que l'État demande aux collectivités territoriales de régler un problème qu'il a lui-même créé, alors que la réquisition est de droit une compétence de l'État. C'est ce qu'avait répondu Anne Hidalgo. La préfecture de police renvoie la mairie au Code général des collectivités territoriales pour affirmer que la mairie détient le pouvoir de la police, de la salubrité sur la voie publique. Il est donc, selon l'État, de sa compétence de requérir une entreprise privée ou de réquisitionner les agents. L'État estime pouvoir se substituer au seul cas où la mairie refuserait de le faire. Bon, de fait, il va être compliqué désormais pour le préfet de procéder dès aujourd'hui à des réquisitions, jour de vote de la réforme. D'autant souligne la ville de Paris que les incinérateurs, eux aussi en grève, ne dépendent pas d'elle. Réquisition, vous trouvez logique ou pas? Qui commence, Julien Odoul? Il faudrait surtout réquisitionner le gouvernement pour qu'il entende les Français. C'est lui le responsable aujourd'hui de la situation des blocages. Oui, mais réquisition, il faut mettre les choses à l'endroit. Vous seriez au pouvoir. Est-ce que vous réquisitionneriez? La réquisition, elle est seulement dans un cas quand la santé des Français, leur sécurité est en jeu. Alors, est-ce que la santé des Parisiens est en jeu? Évidemment. Et aujourd'hui, on peut, je pense, avoir l'honnêteté de dire que la saleté dans Paris n'a pas attendu la grève des éboueurs. L'invasion des rats dans Paris n'a pas attendu la grève des éboueurs. C'est depuis que Mme Hidalgo est en poste. Pour ou contre? Vous voulez réquisitionner Mme Hidalgo? Fondamentalement, moi je suis aux côtés des éboueurs. Fondamentalement, contre toute réquisition. Non, c'est pas contre toute réquisition. Il y a des cas. C'est le en même temps macronien. Monsieur Bourdin, vous êtes assez en même temps. Est-ce qu'on peut avoir un peu de nuance? Est-ce qu'on peut avoir un peu de nuance? C'est pas Julien Audoul, c'est Julien Macron. Quand vous posez la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la réquisition? Vous dites que les éboueurs sont responsables. Les éboueurs ne sont pas responsables de la situation. Ils vont la subir. Ils vont la subir parce qu'ils seront victimes du recul de l'âge de départ à la retraite. C'est quand même à l'image de tout votre positionnement sur cette réforme des retraites, c'est-à-dire une opposition de salon de thé, camomille et pépito. Vous étiez très peu nombreux en commission. Camomille et pépito, mais c'est très bon. Vous avez fait très peu d'amendements. Je crois que moins de 75 amendements, c'est-à-dire de 89 amendements, votre nombre de députés. Et sur nous, au moins, nous on parle vrai. Nous, on est contre la réquisition des éboueurs et je vais vous dire pourquoi. Très vite, parce que je voudrais avoir souvenez-vous, pendant le Covid-19, qui était en première ligne, qui a pris tous les risques. Rappelez-vous aussi qu'un éboueur vit en moyenne 10 ans de moins qu'un salarié qui part normalement à la retraite, notamment. Que c'est un métier très pénible et qu'il doit être considéré et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, si on veut débloquer cette situation, c'est que M. Macron revienne à la raison, à la sagesse et retire sa réforme des retraites. Bien, alors, réquisition, faut-il réquisitionner? Évidemment qu'il faut réquisitionner. On a aujourd'hui un problème de santé et de salubrité publique à Paris et dans d'autres villes de province. Madame Hidalgo a choisi de poursuivre le blocage, je le regrette, mais l'État doit aussi prendre ses responsabilités. Par contre, je rejoins Julien Audoul pour dire qu'on n'a pas attendu la grève des éboueurs pour que Paris soit sale
municipal, pour qu'il y ait des problèmes de salubrité à Paris. Je vais aller beaucoup plus loin. Il faut réquisitionner des éboueurs, mais il faut surtout, aux prochaines élections municipales, il y a d'urgence Rachida Dati pour redonner sa splendeur à la ville de Paris. Oui. Réquisitionner des électeurs, surtout. Vous savez, en termes de salubrité, il y a d'autres villes qui sont dans des difficultés plus importantes. Je passe par la gauche. Je passe par les écolos. Je vous invite à aller voir Perpignan. Il y a un excellent travail qui est mené. Vous devriez aller voir. Je pense que M. Alliot n'a pas trop de conseils à donner à la maire de Paris. Vous devriez tous venir à Belfort pour voir comment on fait pour tenir une ville propre. Et avec des hôpitaux de qualité, puisque la santé vous apporte tant. Et donc, quand on demandera des effectifs supplémentaires pour les infirmières et le personnel hospitalier, je suis sûr que vous voterez. Avec grand plaisir. Très bien. Bon, mais dans tous les cas, vous êtes, si j'ai bien compris, Julien Audoul, on sait plutôt. On ne sait pas trop, mais avec le depuis le début, on ne sait jamais trop. Je vous ai dit que si la sécurité et la santé des Français, et notamment pour le Paris, étaient en jeu, effectivement qu'il fallait le minimum, mais pour autant, ils ne sont pas responsables. Et je refuse qu'on fasse porter le chapeau aux éboueurs en disant « Regardez la situation, c'est vous les odieux responsables ». C'est faux. Donc le responsable, c'est M. Macron, pour lequel vous avez voté, M. Picmal, pour lequel vous avez voté avec tous vos copains de la France Insoumise. Et malheureusement, M. Macron a la meilleure assurance vie avec vous, la preuve. Deux fois de suite, donc vous êtes responsable, il vous a battu nettement, parce qu'avec vous avez refusé de voter la motion référendaire, ni la motion de censure. Parce que vous êtes incapable d'avoir une majorité, y compris dans l'Assemblée, avec des gens de centre droit. C'est sûr que vous avez du mal à vous associer avec socialistes, vous êtes les impuissants de l'opposition, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Messieurs, par exemple, vous êtes son opposition préférée. Vous allez partir à l'Assemblée, j'imagine. D'ailleurs, une drôle d'ambiance à l'Assemblée, là. Ça doit être un peu tendu, là, non? J'imagine. Vous allez regarder ça de près, monsieur. Je vais suivre ça de près, oui. Non, mais ça, c'est évident. Bon, eh bien, bon après-midi. Merci. Bonne soirée. Ça va durer combien de temps? Ça va durer longtemps? Non, on aura fini en fin d'après-midi. Ça a duré 2 heures au Sénat, ça va durer peut-être à peine plus à l'Assemblée, mais pas. À peine plus? Pas plus, il y a quoi? Comment ça se passe? Les insoumis ne peuvent pas faire d'amendement normalement. C'est le Premier ministre qui vient s'exprimer. Comment ça se passe là? Avant, chaque groupe s'exprime. Chaque groupe va donner sa position. Pour la nôtre sera claire. Et ensuite, vous allez voter. Oui. Alors, encore une fois, il y a 577 députés à l'Assemblée. C'est simplement la majorité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 289 députés pour... il va y avoir beaucoup d'abstentions, je pense, quand même. Il va y avoir une 30-40 abstentions, je pense. Oui. Bon. Allez, il est 11h55. Merci, messieurs, d'être venus nous voir. Merci à vous, bonne journée. Radio. Merci tous les jeudis. Jeudi politique, je sais, vous aimez bien. Donc, on se retrouvera jeudi prochain pour Jeudi politique. En attendant, nous avons un autre député avec nous. Dans un instant, alors là, c'est un député, on va voir ce qu'il va voter, parce que je ne sais pas. Jean-Félix Acquaviva, qui est député Lyotte de Haute-Corse, président de la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l'assassinat d'Ivan Colonna. Il a des révélations à nous faire. À tout de suite.